Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que le repas a été suffisamment copieux. J'en ai l'impression. Pas trop quand même. Pas trop. Donc on va enchaîner ici sur une présentation qui va être faite par le docteur Fabrizio. Non, Gardez le dossier droit. Ça sera le défi pour Monsieur Loconte de vous maintenir éveillé et de susciter un grand intérêt de votre part. Donc là, Monsieur Loconte a fini son doctorat à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne en 2011. Il s'est tout de suite orienté sur la voie entrepreneuriale. Donc a fondé eSmart, donc une entreprise vraiment orientée sur l'optimisation énergétique du parc immobilier et des immeubles, des appartements, via des solutions qui vont être présentées tout à l'heure. Et voilà, donc je vais lui passer la parole. N'hésitez pas à l'interrompre si vous avez des questions pendant la présentation. Et puis il y aura de toute manière un temps disponible pour des questions par la suite. Voilà, bonne présentation. J'ai un petit micro caché. Ouais. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, en effet, je suis Fabrizio Loconte. J'ai cofondé la société eSmart en 2011 avec mon cofondateur Laurent Fabre, que j'ai rencontré durant les thèses de doctorat où on a fait une technologie particulière qui nous permet d'offrir ces produits. Là, j'ai orienté la présentation sur 3 volets. Et voici, qui est tout d'abord un tout petit peu qu'est-ce qu'on fait, et puis ensuite un peu le retour d'expérience qu'on a dans cet immobilier durable et connecté, qu'est-ce que les clients recherchent chez nous, quel est notre parc installé, et puis qu'est-ce qu'on essaie d'amener un peu au monde de l'immobilier professionnel. Donc eSmart, en un mot, c'est une plateforme qui offre aux propriétaires immobiliers une solution complète dans son appartement qui va prendre en charge les 3 aspects techniques de l'appartement qui sont l'accès, la régulation chauffage et les relevés énergétiques pour ensuite faire la facturation locataire. Donc on se veut être un peu cette horizontale qui permet la gestion complète de l'appartement pour les professionnels immobiliers. Ce n'est donc pas de la domotique. Ceci a été dit. Et ce qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier, c'était durant les thèses, on est tombé sur une image comme ça, elle est un peu foncée ici, c'est la place Saint-Pierre, où il y a 2 papes qui sont élus en 2005 et en 2013. Donc ce n'est pas Steve Jobs qui est sur scène, ce n'est pas forcément le public le plus high-tech qui existe. Et on voit que radicalement, les habitudes des gens ont changé. Et cela très très vite. Aujourd'hui, on a tous, vous l'avez déjà entendu, un téléphone portable dans la poche, on est habitué à avoir de l'accès à distance et on se rendait compte que vis-à-vis du monde de l'immobilier, les appartements dans lesquels nous on vivait, ça c'était absolument pas présent. Et là, moi j'aime bien cette image-là qui nous a été proposée par le Zinger Marazzi qui s'est voulu être notre premier client, qui dit nous on a plus ou moins le même effet. En 40 ans, pratiquement, l'immobilier a énormément changé, les techniques de construction ont énormément évolué, mais l'interface habitant-appartement, lui, il n'a pas changé. Ça reste un bouton clic-clac et on n'a pas de raison aujourd'hui de le changer. Et c'est ça finalement qu'on a dit, challenge accepted, regardons un petit peu. Et on a trouvé, en allant visiter un peu nos clients au tout début de l'histoire, quand on n'était encore que des purs techniciens, finalement en disant c'est quoi les challenges que le monde immobilier professionnel il doit faire face. Et là, il y a 2 métriques qui ressortaient. Donc les bureaux d'ingénieurs nous disaient on a des standards énergétiques qui sont de plus en plus difficiles à atteindre. Donc on met de plus en plus de techniques dans les immeubles, qui devient de plus en plus compliquée à manager et coûteuse sur les 20 ans d'exploitation de l'immeuble. Et de l'autre côté, on avait les gérances immobilières qui disaient aujourd'hui le problème des vacants, il reste très petit, ce n'est pas une catastrophe en Suisse, mais on sent qu'il augmente. Et puis ensuite, l'histoire entre 2013 et maintenant a encore montré que finalement on a ce taux qui commence à se lever et qu'on cherche un petit peu à différencier son immeuble pour attirer plus rapidement un locataire. Et c'est vraiment sur cette partie-là qu'on répond. Alors là, je vous l'illustre un tout petit peu parce que je pense qu'une image parle un petit peu mieux que les mots. Le taux de vacances, moi j'aime bien cette courbe-là qui montre le taux de vacances dans les logements locatifs, qui est vraiment notre marché de prédilection, comment il a évolué ces dernières années. Donc on voit qu'il y a eu toujours une petite fluctuation, mais qu'à partir de 2013, ça prend un peu l'ascenseur. Et si on tire les courbes aujourd'hui, les stats montrent que ça continue d'avancer. Ce n'est pas homogène en Suisse. Il y a certains cantons qui sont plus vacants que d'autres. Les couleurs portent un petit peu à confusion. Le vert, ça veut dire que le taux de vacances est élevé. Donc finalement, c'est bien peut-être pour nous, mais pas forcément pour les propriétaires immobiliers. Et on reconnaît bien les régions, l'Arc lémanique et puis l'Arc zurichois, qui ont un taux de vacances petit, mais qui malgré tout, aussi dans ces régions-là, il augmente.
Et ça, c'était le premier pan. On s'est dit, est-ce qu'on peut aider ces promoteurs immobiliers à avoir un appartement un peu plus sexy à mettre sur le marché? Et le deuxième pan, c'est le pan énergétique, qui celui-là nous tenait absolument à cœur, c'est de se rendre compte qu'un tiers de la consommation d'énergie en Suisse, 32% pour être exact, est consommée par les ménages, donc au moment où nous, habitants, nous sommes chez nous. C'est presque autant que le secteur de l'industrie et des services. Et donc finalement, ici, on s'est dit aujourd'hui, c'est impossible quand vous êtes à la maison de vous rendre compte que vous consommez un tiers de l'énergie en Suisse. Et là, on voulait aussi sensibiliser les gens et leur donner finalement un outil pour comprendre leur consommation d'énergie et espérer qu'à partir de là, ils puissent faire un effort et la réduire. Et puis alors là, pour commencer à attaquer le problème du logement des vacants, je passerai très vite sur la génération Y parce que tout le monde en a suffisamment entendu parler, mais finalement, on regarde c'est qui ces prochains locataires et c'est ces gens qui sont nés avec pratiquement un téléphone mobile dans les mains. Donc c'est des gens qui sont habitués à avoir accès à l'information tout le temps et le concevoir qu'on n'a pas un accès à cette information, c'est quelque chose de difficile pour eux. Moi, j'aime bien les visualiser sous 3 formes d'images, voilà, qui sont donc ces accès à distance. Aujourd'hui, si vous posez une question, le premier réflexe, c'est de sortir le téléphone et puis on a la réponse. On ne se donne même plus le temps de la réflexion. C'est des gens qui sont extrêmement participatifs. On a vu une explosion des réseaux sociaux, donc on adore partager nos photos, notre vie privée, même ce n'est pas un grand chapitre, mais de façon digitale. Et puis enfin, c'est aussi tout un bassin de la population qui est né avec le mot développement durable, éco-responsabilité, on a une seule planète, où on nous a bassinés depuis notre petite école. Et pour chiffrer ça, j'ai sorti 2 chiffres qui pour moi sont marquants. C'est l'évolution de comment les gens vont au travail et on voit que ces dernières années, le transport public pour atteindre son lieu de travail a augmenté de 27%. Donc globalement, tout a augmenté, la voiture reste stable, mais les transports publics augmentent, ce qui est pour moi un bon signe. Et l'autre image, c'est dans la bassin de la population de 18 à 24 ans. C'est celui-là le graphique qui est le plus intéressant. Ici est représenté le pourcentage de la population qui a un permis de conduire. Et puis on s'attend finalement à ce que ce pourcentage-là, en 18 et 24 ans, tout le monde ait un permis de conduire et que ce soit relativement stable. Et puis qu'on voit en fonction des couleurs que ce taux de permis de conduire, il diminue pour passer de 70% dans les années 90 jusqu'à 58% maintenant. Donc on voit que ce besoin du transport public est très important au point qu'on est prêt à se passer quand on a 18 ans du Saint Graal qui est le permis de conduire. Et donc du coup, nous on approche ces éléments-là, on les combine ensemble en se disant comment on peut offrir à ce propriétaire immobilier une plateforme qui permet de parler à son futur habitant. Et là, on fait un point qui est important, c'est qu'on ne veut pas rajouter encore de la technique dans le logement, mais on va prendre ces 3 blocs qui sont présents dans tous les appartements, qui a un accès, visiophone ou audiophone, une régulation de température et un relevé des énergies. On va revisiter ces blocs-là en les compactant sur ce que moi j'appelle le tableau de bord de l'habitat, cette fenêtre digitale qui va permettre de remplir ces mêmes blocs, mais d'une façon beaucoup plus connectée vis-à-vis de l'habitant. Donc on a un écran de vidéophone, c'est la première fonction, qui permet de voir celui qui est à la porte, de l'ouvrir la porte pour le faire rentrer, déposer le colis, les fonctions de base. Où ça change, c'est que dès le moment où l'appel est terminé, au lieu d'avoir un écran de vidéophone qui est éteint jusqu'au prochain appel, on va utiliser ce même écran pour venir donner la possibilité à l'habitant de régler ses températures. Comme là, on est rentré dans un monde digital et ce n'est plus le petit thermostat que vous tournez, c'est facile pour nous de mettre en place une fonction départ en vacances. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui dans les appartements, si l'habitant il part en vacances 2 semaines et il veut réduire son chauffage, il ne peut pas le faire. Tandis qu'ici, on lui dit, donne-moi une date de retour, on va baisser la température, puis le jour avant qu'il revienne, on lui remet une température de confort. Donc on lui donne un outil simple pour, s'il le souhaite, faire des économies d'énergie. Et on va aussi relever ses consommations d'énergie pour les envoyer une fois par mois à la gérance immobilière pour qu'elle puisse faire sa facturation, mais les afficher en temps réel à l'utilisateur sous forme d'un petit compteur de vitesse pour lui donner les ordres de grandeur sur la vitesse à laquelle il consomme de l'énergie. Donc de nouveau, donner de l'information en instantané d'une façon très simple. Et moi, je trouve ça très intéressant, c'est de se rendre compte que une télévision consomme 127 watts, c'est l'unité qui permet de mesurer la vitesse à laquelle on consomme de l'énergie. L'unité en elle-même, ce n'est pas très important, mais c'est les ratios qu'il y a entre un appareil électrique, une télévision, un chauffage qui s'enclenche, 2000 watts, et au moment où j'ouvre l'eau chaude. Est-ce que vous avez un ordre d'idée sur ce chiffre, où c'est qui va? C'est la seule question que je vous poserai. C'est plus? C'est moins? Beaucoup plus? C'est double. C'est 15 000 watts.
C'est beaucoup plus. Donc là, on donne un ordre de grandeur à la personne en disant ah, 1 seconde d'eau chaude, ça correspond globalement à 3 minutes de télévision. Donc, mieux vaut aller faire le café en laissant la télévision allumée que le robinet d'eau chaude. Et simplement, on va leur donner un peu ces métriques. Libre à eux de les utiliser comme ils le veulent, mais ils ont accès à cette information toujours sur un petit écran qui est l'écran de leur vidéophone. Et puis ensuite, là, on vient profiter de cet accès-là, de l'attention de l'habitant, pour venir donner la possibilité au gérant d'envoyer des mauvaises nouvelles, à l'animateur de quartier d'envoyer des bonnes nouvelles, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe, à l'habitant. Donc on a un canal de communication très direct et habituel pour cette génération Y qui habite dans ces logements. Tout ça, évidemment, on n'oublie pas, c'est directement connecté sur un téléphone mobile avec une app qui lui permet de voir sa consommation d'énergie dans sa maison, piloter son chauffage, avoir accès aux différentes informations de la gérance et des différentes choses qui arrivent dans son quartier. Et donc avec ça, finalement, on répond à ces blocs de base qui sont ces 3 éléments qui sont présents dans tous les appartements, le visiophone, la régulation chauffage et le relevé des énergies. Ça rajoute finalement le bloc infogérance et puis ensuite le monde se complique où comme c'est dans l'immeuble et chaque immeuble est finalement un grand prototype, il y a une myriade de fonctions qui se rajoutent autour du système qui sont du pilotage de store, des stations météo, l'intégration avec tel et tel service dans l'immeuble. Là ensuite on complexifie et on rentre dans le monde de la construction. Et puis maintenant, vous savez un petit peu ce qu'on fait. Je vous montre un peu notre retour d'expérience et vous n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est plus intéressant qu'un monologue. Donc aujourd'hui, eSmart est né en 2011 et on a équipé 2850 logements avec les principaux propriétaires immobiliers. Donc notre marché, c'est vraiment l'immobilier de rendement détenu par des banques, caisses de pension et promoteurs immobiliers. C'est aussi un canal qu'on aime beaucoup. Donc les Losinger Marazzi, les Implenia qui développent des quartiers qui vont ensuite vendre, c'est un outil pour eux pour valoriser leur logement. Et quand on va voir nos clients, j'ai un slide avant qui est la répartition en Suisse. Donc là, on reconnaît nos origines suisse romande, où on a un bassin d'installation beaucoup plus présent en Suisse romande et puis en Suisse alémanique qui arrive après. Le marché immobilier est un petit peu différent. Puis quelques petits accidents sur le Tessin qui sont fort sympathiques. Quand on va voir nos clients et leur demande finalement pourquoi vous choisissez du eSmart plutôt que la solution traditionnelle. Parce que pour eux, c'est un risque. Vous allez mettre une jeune société, aujourd'hui on a 7 ans, sur un immeuble qui doit durer minimum 20 ans, on reste un risque. Si eSmart disparaît, qu'est-ce qui se passe avec ma facturation, comment j'accède à mon immeuble, etc., etc. On leur demande c'est quoi les drivers qui vous font installer eSmart. Et là, finalement, les éléments qui reviennent sont complètement différents des messages que nous, on voulait donner à l'habitant. Lui, ce qu'il recherche, c'est de la différenciation immobilière. Il recherche un outil qui permette de mettre en avant son logement sans augmenter le prix, donc sans venir rajouter un bloc, remplaçant des blocs existants, qui rendent son logement plus sexy sur le marché pour attirer plus facilement du locataire. Et ensuite, sur notre onglet énergie, où nous, on voulait sensibiliser les gens et vraiment essayer d'aider l'habitant à réduire sa consommation d'énergie, lui, il y voit 2 intérêts, qui est le premier, c'est d'avoir un outil pour obtenir les labels. Ici, j'en mets 2, mais en Suisse, on en a malheureusement beaucoup plus. Et tous ces labels ont besoin d'un certain type de suivi, d'un certain reporting sur la consommation d'énergie du bâtiment. Sinon, vous perdez le label et perdre un label pour un bâtiment, ça veut aussi dire perdre une partie de la valeur. Donc cet élément-là pourrait être très important. Et pour les gérants, la possibilité d'envoyer des factures sur la consommation d'une façon très simple, sans devoir aller chez l'habitant, relever le compteur, c'est un outil que valorise aussi. Donc on a finalement une vue du système eSmart qui est un petit peu aux opposés entre l'habitant qui profite du système pour comprendre comment il consomme et le gérant, le propriétaire de l'immeuble qui vient l'utiliser. La partie mobile, ça ressort toujours parce que c'est sympa d'avoir une app, mais ce n'est pas le premier driver. Ensuite, si on va à une vue plus quantitative, ce qui est le chiffre ici, c'est un élément qui est intéressant que moi je mesure toujours, c'est finalement comment les gens ils utilisent cet écran. Parce que c'est très sympa, les 3 premiers mois, on s'attend à ce que les gens ils sont toujours dessus, ils l'utilisent, c'est cet effet lune de miel, et puis ensuite, on a compris, on l'utilise peu. Et ça, on monitore systématiquement le nombre de réveils moyens par jour qu'on a sur nos écrans. Et sur le parc installé, qui maintenant le premier immeuble a 6 ans, on a encore 1,2 réveils en moyenne par jour du système. Et si on va regarder les raisons, c'est l'étude qu'avait fait ici Losinger Marazzi sur le premier quartier, avant de nous donner un deuxième mandat. Il a été demandé aux gens pourquoi vous réveillez l'écran. Et là, on voit qu'il y a le suivi des consommations qui est important, mais les services qui sont proposés dessus, donc la régulation chauffage, les communications avec la gérance, c'est aussi un élément qui amène l'utilisateur à réveiller l'écran, un peu comme on regarde le tableau de bord de sa voiture. Puis ensuite, il a une vue générale. Les réveils, ça dure entre 10 et 15 secondes d'utilisation. Ensuite, on a compris, et puis on passe à autre chose.
L'application mobile est aussi utilisée. Là, on a eu sur le mois d'avril 11 000 clients qui sont connectés à distance sur leur appareil, donc sur un parc de 3 000 logements. Vous voyez que c'est de loin pas comparable avec l'installation de base, mais c'est un élément qui est utilisé. Et puis ensuite, on part plus sur les fonctionnalités pour la gérance. Donc là, aujourd'hui, sur notre plateforme, il y a 6 700 compteurs qui sont relevés en permanence et qui sont utilisés pour envoyer les décomptes de charges, donc ces fameuses factures d'eau chaude et de chauffage, à la gérance. Donc c'est 1050 décomptes qui ont été envoyés jusqu'à présent. Et ce chiffre-là, qui ressort de nouveau de l'étude que Lozinger avait fait sur l'écoquartier à Gland, est très intéressant parce que on montre qu'on arrive à réduire la consommation d'eau chaude dans un immeuble de 13%. Et je sors que ce chiffre-là parce que parler d'électricité et de chauffage, c'est un peu trop facile, vu que nous, on fait le pilotage du chauffage, on fait le pilotage de l'électricité, c'est facile de l'influencer. Sur l'eau chaude, on n'a aucun moyen de finalement influencer cette consommation, si ce n'est celle de se dire, l'habitant, il comprend un petit peu les ratios qu'il y a entre un robinet d'eau chaude ouvert, un robinet d'eau froide, un appareil électrique, et on voit que ça sensibilise malgré tout les gens pour une réduction de plus de 10%. Donc c'est quelque chose qui a un impact un peu positif sur la consommation générale du bâtiment. Et puis ensuite, le métrique financier, je crois que les slides d'après sont peut-être un tout petit peu plus financiers, c'est que l'investissement qu'on a avec le système eSmart, il se récupère en 4 ans, 4 ans et demi sur un immeuble, ce qui reste dans les ranges totalement acceptables pour le monde de l'immobilier. Et maintenant, eSmart, c'est une évolution, on part de 2011 jusqu'à 2018 avec des projets qui se cumulent, on se focalise sur le marché suisse, on ne s'interdit pas d'aller à l'international, donc on a des projets en France, en Allemagne, au Luxembourg, même à Dubaï, où la partie énergie peut sembler un petit peu particulière. La fonctionnalité chauffage n'a pas été vraiment appréciée là-bas, mais le contrôle des refroidissements un peu plus. Et c'est vraiment pour nous à faire valoir de la technologie, parce que derrière toute cette histoire, il y a un background technologique qui permet de réaliser tout ça. Mais une scale-up, qui est donc une start-up avec quelques paramètres en plus que je vous présenterai tout à l'heure, c'est aussi une histoire de personnes où on démarre à 2, et puis maintenant on a une société de 32 personnes qui parlent 2 langues officielles, le français et le suisse-allemand. C'est très sympathique. Et c'est aussi une histoire de difficultés et de tâches qui changent au cours de la vie de cette société. Quand vous démarrez une de ces startups, on est totalement dans notre zone de confort. En termes de start-up technologique, on est des doctorants, on est en train de faire des projets technologiques, on a une idée, on va voir des concours technologiques pour avoir un peu de faire-valoir, mais c'est la partie simple. Ensuite, tout d'un coup, vous dites, on crée officiellement la boîte. Donc on démarre la chose, et là, vous vous retrouvez à devoir faire du financement. Les premiers, c'est les proches qui vous font confiance. Il faut faire une équipe de cofondateurs, donc vous ne pouvez pas être que des techniciens à bord. Ce serait un peu trop facile. Il faut avoir une preuve du marché, donc aller voir votre client, ne pas lui proposer une technologie, mais une fonction pour lui avec laquelle nous, on peut répondre avec notre technologie. Et puis rentrer dans une phase d'industrialisation, de production qui, dans le monde immobilier, pour avoir des produits qui durent 20 ans, c'est peut-être pas très très simple. Et puis donc ça nous fait absolument sortir de cette zone de confort. Et le temps qu'on s'y habitue, vers 3 ans après la création, au moment où on commence à avoir les preuves du marché, on retombe dans une zone de confort parce qu'on a compris les process. Là vient une autre étape, qui est cette étape de croissance, où là vous vous dites, maintenant il faut accélérer. C'était bien sympa, on a réussi à faire les preuves du marché, on en connaît encore tout le monde, on est une toute petite structure. Il faut aller faire du recrutement de façon intensive, donc recruter 30 personnes en 4 ans, c'est un cauchemar. Il faut organiser tout ça, il faut aller à l'international en Suisse alémanique, donc il vous faut tout traduire. Vous avez des équipes avec qui on n'arrive plus à parler notre langue maternelle, parce qu'il y a des gens qui ne parlent que suisse-allemand, et pas l'italien, ni français. Et puis, vous devez mettre en place des personnes à qui vous déléguez une responsabilité qui est quelque chose que pour nous, qui venons de ce monde-là, est absolument pas facile à faire. Et puis ensuite vient une phase qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on espère connaître. C'est que cette croissance-là continue, et il y a un moment, il va falloir préparer une transmission. Donc il y a un moment où on se rend bien compte que si on veut avoir des ambitions un peu plus européennes, voire américaines, il va falloir faire rentrer des gens qui prennent le contrôle de la société, où il va falloir transmettre tout votre savoir-faire, savoir lâcher les rênes de ce petit bébé qu'on a créé. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi pas forcément très simple. Le mot comfort zone, vous avez compris que j'ai arrêté de le biffer parce qu'il est là en permanence. Ce qui nous permet d'avancer, ça c'est un écosystème qui est présent en Suisse, qui est indispensable au monde de la start-up, c'est ces différents prix qui existent et qui couvrent très bien les spectres de croissance
qu'on a sur la start-up. Nous, on a commencé avec des prix technologiques, le canton, des associations proches de l'EPFL qui vous soutiennent, qui vous permettent d'avoir finalement les premiers revenus pour arriver à faire vos preuves de marché. Ensuite, on a des sociétés, des prix qui nous récompensent pour la valeur du marché, le business model, jusqu'à atteindre des labels comme le Swiss Economic Forum, mais qui vient beaucoup plus tard et qui vous donne de la crédibilité, ce qui est quelque chose d'extrêmement important quand vous êtes une société technologique dans le monde de l'immobilier. Et il y a un label que je vous détaille, c'est le Scale-up Vaud. Le label Scale-up, c'est finalement une start-up, ça c'est une définition européenne, c'est une start-up qui a plus de 3 ans d'activité, qui a eu 20% de croissance moyennée, qui continue à avoir cette croissance-là, et minimum 10 employés. Finalement, on passe ce stade de l'idée à la croissance. Et là, les besoins ils sont radicalement différents. Et donc évidemment, si vous voulez Scale-up Vaud, il faut avoir une activité dans le canton de Vaud, donc des emplois dans le canton de Vaud. Sinon, vous êtes Scale-up Zurich existe, et il y a quelques autres pays. Donc le terme Scale-up, c'est quelque chose qui revient. Et pour vous donner un ordre d'idée, je fais le vaudois, je m'en excuse, le Scale-up Vaud sur le canton de Vaud, c'est 25 sociétés qui ont créé à elles seules 200 emplois en 2017 et qu'on couvre aujourd'hui 1031 jobs en Suisse. C'est une petite réalité économique avec toutes des sociétés qui sont dans cette phase de croissance différente. Pour certaines, c'est directement une expansion internationale. Si vous êtes dans le software, pour nous qui sommes dans le hardware, c'est plus une expansion territoriale. Et puis, in fine, un slide financier, parce que je me devais. Créer une équipe comme celle qu'on a maintenant, ça demande évidemment des ressources financières. Nous, on est assez atypique parce qu'on a réussi à avoir les premiers produits sur le marché en 2014, donc finalement 5 ans après le début de la technologie, on commençait à avoir les premiers revenus. Et du coup, avec ces revenus-là, on a été chercher des business angels qui nous ont permis de passer à l'étape supérieure. Et puis ensuite, on se finance aujourd'hui principalement par nos clients. Certaines scale-up qui sont plus dans le monde medtech ou dans le monde biotech, health tech, c'est un peu différent. Et du coup, là, on a des acteurs comme des venture cap qui arrivent un peu plus tôt dans notre process. Mais malgré tout, dès le moment où vous arrivez vers cette étape-là, donc où vous avez fait vos preuves de marché, vous avez réussi à montrer que vous avez créé votre société puis que vous rentrez dans cette étape de croissance, là, il y a un gap de financement extrêmement important où il y a maintenant des fonds comme le Swiss Venture Fund de Schneider-Hamon qui se structurent pour venir donner finalement cet impact important pour permettre une croissance plus importante au moment où on a dérisqué la partie technologique. Et avec ça, vu que vous ne m'avez pas posé de questions, je vous cède la parole en espérant que vous avez des questions. Absolument. Ouais, plein de questions. Ça tombe bien, on a plein de temps. Non, je crois que par le micro, on n'est pas assez. Si vous avez besoin, parce qu'en fait, il y a une caméra qui ne nous merci. entend pas. Vous partez du principe qu'en fait, c'est une valeur ajoutée pour le locataire, cette technologie. Oui. Moi, je fais le pari inverse. Si l'immeuble est neuf, s'il a été conçu en fonction de la technologie, c'est certainement le cas, ou ça peut l'être. Je l'ai vu implémenté dans plein d'immeubles où c'est une moins-value, ça inquiète les locataires et puis ça amène à des aberrations. Je vais citer 2 exemples. Je ne vais pas citer la société qui a fait les travaux, l'avait fait pour moi. Mais quand on remplace une colonne montante dans un immeuble de 16 étages et qu'on dimensionne mal la colonne et son circulateur, vous vous retrouvez le matin à tirer 5 minutes d'eau avant d'obtenir de l'eau chaude. Si vous avez un monitoring à ce moment-là, que va être l'impression du locataire? Une immense inquiétude. Il va se dire un jour, cette info sera utilisée par mon propriétaire pour me facturer une eau chaude dont je ne bénéficie pas. Ouais. Ça, c'est la première chose. 2, dans un immeuble locatif, les pertes des uns sont souvent les gains des autres. Vous êtes au milieu de l'immeuble, en façade, vous avez comme moi des locataires dont la moyenne d'âge est de 80 ans, c'est bon, vous pouvez fermer toutes vos vannes. Vous êtes à 24 en permanence. On facture quoi et à qui? Donc c'est là, je pense que la surcouche que vous vendez, elle est intéressante si la sous-couche industrielle dessous tient la route. Or, c'est rarement le cas dans les immeubles en rénovation ou les vieux immeubles. Et puis, je pense que c'est un problème qui est souvent éludé par des sociétés telles que la vôtre. Ouais. Alors, moi, je lis deux questions à votre question. Qui est, la première, c'est cette protection des données. Qui est donc, en effet, est-ce que mon gérant il a accès au fait que je viens de consommer 5 minutes d'eau chaude maintenant et que je n'ai pas eu mon eau chaude? Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est traité, mais on part dans la techno, donc je n'ai pas présenté, parce que toutes ces données qui sont les consommations relevées en temps réel, pour moi, c'est une donnée qui est extrêmement sensible et elle reste dans l'appartement. Elle ne va jamais quitter l'appartement. Vous avez accès qu'à cet écran, ces données qui sont stockées sur cet écran-là. Et ça, c'est un premier élément qui est important pour le locataire et il peut à tout moment décider d'effacer son historique. Restera le point par mois qu'on a besoin pour
donner l'info de facturation et qui est dans son contrat de bail. Ensuite, sur le fait qu'il a accès à plus d'informations pour voir cette consommation et en effet se dire tiens, j'ai consommé 5 minutes d'eau chaude qui va m'être facturée, by the way, mais j'en ai pas bénéficié, ou mon chauffage il est plus à 2000 comme il était la fois d'avant, mais il est passé à 3000, c'est une transparence. Et ça, c'est une plus-value pour les locataires, mais une moins-value pour les gérances. Parce qu'en effet, ça augmente le nombre de personnes qui vont prendre le téléphone et qui vont appeler la gérance en disant « je ne comprends pas, mon système de chauffage il ne marche plus comme avant, ou j'ai une modification, je consomme plus que d'habitude ». Mais je trouve que c'est le prix à payer si on veut sensibiliser les gens et essayer de faire des économies d'énergie. Et là vient aussi la problématique de la personne âgée qui vit à 24 degrés avec les fenêtres ouvertes et qui chauffe tout le monde. En effet, elle, on fait les relevés d'énergie. Comment après le montant se convertit en francs? Là, c'est un peu plus compliqué parce que vous payez une partie de l'infrastructure qui est à disposition et les règles de calcul sont un peu plus compliquées. On ne va pas là-dedans, il y a des sociétés expertes là-dedans. Mais il faut qu'elle comprenne, cette personne-là, que oui, le fait d'avoir ce comportement-là énergétique, ça lui fait dépenser un peu plus d'énergie que le voisin à côté. Toute proportion gardée, on garde sur un bilan énergétique d'un appartement, c'est 1000 francs de chauffage par année, globalement. Donc ça reste des chiffres qui sont importants, mais qui sont pas non significatif par rapport au prix du loyer, mais qui, toute proportion gardée, reste quand même assez faible. Mais je trouve que c'est important d'avoir une transparence et de l'assumer vis-à-vis de ses habitants. Après, c'est mon credo d'afficher la consommation d'énergie aux habitants, où je trouve qu'aujourd'hui, c'est important qu'on sache que oui, 24 degrés, ça fait qu'à la fin de l'année, j'aurais payé un peu plus que celui qui est à vente. D'accord. Et sur la deuxième partie de la question, si vous attirez l'attention de l'architecte ou du bureau d'ingénieur sur le fait que monitorer à une précision des données n'a de sens que si elles sont pertinentes à la base. Alors on essaie de ne pas faire le bureau d'ingénieur parce que c'est vite très compliqué dans ces projets, mais souvent on est appelé à être bureau d'ingénieur, pas dans le dimensionnement, mais dans les équilibrages des chauffages, de pouvoir expliquer pourquoi un appartement, tout d'un coup, il n'arrive pas à ces températures de consigne ou pourquoi systématiquement on ne peut pas les régler. Et là, on est appelé à intervenir. On le fait parce qu'on est des passionnés. C'est comme les questions pour les gérances. On va rapidement expliquer à la gérance immobilière en disant là, on a un numéro de support. Pour tout ce qui est des questions de consommation d'énergie, renvoyez-les nous parce que même vous n'arriverez pas à y répondre. On reste conseillé et puis transparent dans cette façon de consommer. On accompagne nos clients parce que finalement, pour moi, le client, ce n'est pas l'habitant, c'est la régie, c'est le propriétaire immobilier. Donc il faut que lui, à la fin, il ait un bilan positif et pas plus de problèmes parce qu'il a mis une transparence vis-à-vis de ses habitants. Merci. Juste pour rebondir un peu sur la première intervention, on parle du neuf, on parle de rénovation. Dans votre expérience, vous avez fait que du développement de neuf ou vous avez aussi participé à de la rénovation? Je pense que c'est un peu votre business model. Est-ce que vous êtes plus dans la construction de nouveaux quartiers, comme on l'avait dit, et c'est là où il y a une vraie plus-value parce qu'on est dans une intégration plus moderne, avec des moyens plus modernes, ou est-ce que vous êtes aussi dans la partie rénovation? C'est une première question. Puis la deuxième, c'est la partie, vous avez dit durabilité de l'entreprise. Il faut qu'elle tienne 20 ans au minimum parce que pour l'immeuble. Alors nous, nos immeubles, on les fait tenir plus longtemps, 20, donc il faudra voir. Enfin, vous avez le droit de faire des petites rénovations par avant. D'accord. Et puis la question, c'est par rapport à ça, comment est-ce que est votre business model, sans parler franc, mais quel est le business model que vous avez mis en place par rapport à vos interventions? Ouais. Alors, pour la première question qu'il faut me rappeler. Oui, rénovation, ouais, ça c'est la petite anecdote. Donc, notre technologie, elle est particulière parce qu'on va communiquer sur le réseau électrique. Donc on va demander aucune installation de câble, il n'y a pas de surcoût dans l'installation du système parce qu'au lieu de mettre un interrupteur, on met un module derrière, on met un interrupteur dessus. Donc nous, on est nés pour faire de la rénovation. C'était l'ambition en 2011 quand on était dans nos labos. Le pari pris, c'était qu'on ne pouvait pas amener de la connectivité dans un immeuble existant parce qu'on n'avait pas d'infrastructure. On s'est retrouvé à faire que du neuf. Finalement, c'est devenu notre pivot stratégique pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a croisé le Zinger-Maradi qui construisait le premier écoquartier de Suisse romande, à Iconote, à Gland, qui nous dit, mais si vous faites de la rénovation, c'est que vous n'avez pas besoin d'une infrastructure. Et donc là, on était heureux, on disait, enfin, quelqu'un y a compris. Mais du coup, moi, dans le neuf, je n'ai pas besoin d'acheter cette infrastructure. Donc, vous devez être concurrentiel en termes de prix. Puis on a fait le challenge, et là, en effet, on est intéressant parce qu'il y a tout un pan des coûts qui n'existe pas. On a décidé de se focaliser sur ce marché-là parce que c'est beaucoup plus simple quand vous êtes 4 personnes de parler à une seule personne qui construit 200 logements plutôt que de la rénovation.
Mais aujourd'hui, c'est en 2018, l'année passée, on travaille avec les caisses de pension du canton de Neuchâtel, par exemple, où là, systématiquement, quand il y a une rénovation, on va et on est capable de rénover ces logements parce qu'on arrive à avoir un peu des contrats sur du plus long terme et donc parler à une personne puis dire voilà, on a un plan de roll-out. Donc la technologie est née pour faire de la rénovation, c'est vraiment le but premier, mais le go-to-market, il est absolument complètement différent et pour une société petite, vous choisissez rapidement là-bas. Aujourd'hui, si je peux compléter la question. Ce que vous dites, c'est que vous vouliez faire de la rénovation, mais aujourd'hui, le market a plutôt dit partons dans du neuf parce qu'on est concurrentiel. Et l'expérience de savoir comment est-ce qu'on monitore, ou quel est le retour sur le monitoring de la rénovation par rapport à la relation locataire, gérance, propriétaire, vous n'avez pas encore beaucoup de retours. C'est tout nouveau. On a une année d'équipement, donc il y a des premiers grosses tours à la chaux de fonds qui ont été équipées, où là, on a installé le système. Donc en rénovation, ça a un pilotage du chauffage qui est légèrement différent. En neuf, on ne fait que du chauffage au sol. Rénovation, c'est du radiateur. Donc il y a une interaction avec l'habitant qui se fait. Et puis il y a une phase d'apprentissage qui va se faire, clairement. Et puis pour votre deuxième question, notre business model, il est assez simple. Nous, on fournit du matériel. Donc le matériel que vous achetez, qui est installé dans votre logement, qu'on existe ou pas, il continue à fonctionner tel quel. Donc si demain Ismart disparaît, vous avez toujours accès à un vidéophone, vous avez toujours un régulateur chauffage qui fonctionne et vous avez toujours un relevé des consommations qui marche dans l'immeuble. Finalement, la solution actuelle. Et ça, c'est très important parce qu'on a cette notion d'intelligence distribuée où on a ces modules qui sont intelligents, on stocke les informations d'énergie localement sur l'écran. Donc tout ça continue à fonctionner. Ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Et puis après, il y a les autres services qu'on fournit à la gérance sur appel. Donc quand ils nous appellent de faire un décompte de charge, c'est plus pratique d'aller sur notre plateforme web et puis de dire j'aimerais télécharger un décompte que d'aller dans l'immeuble physiquement relever à la cave les compteurs. Donc on a vraiment ces deux points-là qui est on assure la pérennité de l'immeuble, qu'Ismart soit là ou pas là, parce que le matériel il est complètement stand-alone. Vous pourriez avoir un immeuble non connecté à Internet qui fonctionne parfaitement. Et puis, tout ce qui est service est vendu finalement sous forme de contrat durant l'exploitation. Vous avez une offre d'acquisition du matériel. Exactement. Une offre de service, on achète des licences. De services de prestation pour les décomptes, pour les relevés d'anomalies. Puis le matériel que vous l'achetez chez nous pour votre régulateur chauffage ou chez Danfoss, vous l'achetez, il doit fonctionner sur une période. Nous, on a des cycles de 20 ans, sans problème. Oui. Ah oui, pardon. Au début, vous avez dit, nous, on ne fait pas de domotique. Ça ne sert à pas grand-chose, de toute façon. Pardon, excusez-moi. Attention à votre question. Alors, voilà. Donc, au début, vous avez dit, nous, on ne fait pas de domotique. Ouais. Pourtant, les fonctionnalités que vous présentez sont des fonctionnalités qu'on trouve en domotique classique. Absolument, oui. Donc, pour vous, c'est quoi la différence? C'est quoi votre différence? Ce que j'aime pas dans le mot domotique, c'est qu'il a tellement été utilisé qu'aujourd'hui, moi j'ai encore toujours l'image du fax dans la buanderie qui vire quelqu'un dans Retour vers le futur, de fonctionnalités très compliquées où on n'arrive pas à savoir je fais de la domotique. Il y a du multimédia, il y a du son, c'est flou. Je préfère expliquer clairement que notre vue de la domotique, les piliers de base, c'est ces trois fonctions que vous avez. Ensuite, il y a une possibilité d'avoir des options domotiques. Le mot domotique, je vais l'utiliser au moment où il y a une myriade de possibilités et puis il faut qu'on détaille dedans. Parce qu'avoir un logement domotique aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est votre électroménager qui est connecté, vous avez de la télé, il y a un simulateur de présence. Ok, donc là vous êtes sur trois fonctions. Donc pour que ça soit intéressant, il faut que par rapport à une installation, je veux dire, aujourd'hui vous prenez des standards en neuf ou autres, où vous avez des choses qui existent de la même manière. Donc il faut que vous ameniez une plus-value. Elle est quoi, uniquement sur l'aspect financier? Non, notre plus-value, elle est sur l'aspect qu'on est finalement un layer horizontal. On vient prendre en charge la partie technique que vous avez dans votre appartement de A à Z. Bon, ça, j'ai vu que votre plus-value, elle est sur l'infrastructure. Vous ne nécessitez pas une infrastructure supplémentaire. Mais disons que quand nous, on arrive, vous n'avez pas besoin d'appeler Danfoss pour le régulateur chauffage, vous n'avez pas besoin d'appeler Techem pour le relevé des compteurs, vous n'avez pas besoin d'appeler Core pour le vidéophone, ou à la fin, tous ces blocs-là existent, fonctionnent très bien, mais sont complètement déconnectés l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça qu'on trouve qui manquait, c'est que nous, on essaie vraiment d'avoir un layer horizontal et d'avoir une interface habitant-utilisateur, habitant-appartement très simple. Oui, aujourd'hui, vous mettez une interface standardisée comme du KNX et puis vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais dans l'immeuble locatif du KNX, c'est très compliqué, c'est une programmation spécifique pour l'appartement, c'est extrêmement coûteux, vous êtes dépendant de l'électricien qui a fait cette programmation. C'est compliqué. Mais les solutions existent, il y a des solutions alternatives qui sont j'essaie de voir, c'est
C'est votre plus-value et votre différenciation. Nous, c'est vraiment la simplicité parce qu'on sait voir un propriétaire immobilier donc professionnel, donc pas la personne qui construit sa maison, là, elle est libre de parler avec son électricien, et s'occuper de A à Z de la partie technique qui est dans le logement. Donc s'il y a besoin d'avoir du pilotage de store avec une station météo en toiture, on saura le faire. Et vous avez un seul interlocuteur, donc quand ça ne marche pas, vous avez un seul numéro de téléphone. Il n'y a pas la station qui doit parler au chauffage, l'électricien. C'est ça notre plus-value. Ok. Bonjour, juste un témoignage, on vient juste de valider le recours à votre solution là, sur un immeuble qu'on va faire construire. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a eu une première proposition avec un cahier des charges techniques et on a demandé, dans le cadre de notre charte ESG, une amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment. Et ça fait partie des solutions où on a supprimé les fenêtres qui étaient en oscillo balletant et on a mis des réglettes à la place, où on a mis des stores électriques qui n'étaient pas prévus. On a mis eSmart. C'est sur quel projet, si j'ose? Parce que je n'arrive pas à lire votre badge. Je ne suis pas sûre que vous savez. Alors, c'est Induni qui va être le constructeur et c'est Hamstein et Welter qui ont ramené le projet. D'accord, ouais. Donc, ça sera à Aigle. Ok. Voilà. Et donc, là, l'idée pour nous, hormis effectivement que c'était un package d'ensemble, c'était quand même bien la communication, juste pour confirmer. C'était l'idée de dire avec les locataires qu'ils soient acteurs de ce qu'on essaye de faire dans cette charte de développement durable, quoi. Une question, quand vous dites un payback en 4 ans, c'est payback pour qui? Comment calculer? Alors là, il y a toute l'étude de l'EPIA. Le payback, c'est les frais que vous arrivez à réduire parce que vous avez de l'eSmart, sans prendre en compte les coûts énergétiques. Parce que les coûts énergétiques, finalement, c'est une économie que réalise le locataire. Mais c'est les prestations que la gérance peut réduire parce que, en fait, elle a des coûts qui sont beaucoup plus petits qu'un relevé de compteur manuel. Il y a dessus, vous me posez une colle, je ne sais pas vous dire comment on arrive à ce chiffre. Enfin, je sais vous le dire, mais il faut que je lise l'étude. Ouais. Alors, je comprends bien la démarche qui est de rendre conscient le locataire, l'habitant de ses dépenses, mais on est quand même d'accord que vous mélangez plusieurs factures, parce que la télévision allumée, c'est une facture, le chauffage, c'est une autre facture, et l'eau chaude, c'est la même facture, mais calculée différemment. Donc objectivement, il n'y a pas de... Et puis de dire, on peut faire la facture tous les jours comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Et puis dans la facture de chauffage et eau chaude, il y a d'autres choses que le coût de l'énergie. Oui, alors nous, ici, on n'affiche pas des francs, on affiche une consommation. Notre biais, c'est qu'on va afficher cette consommation avec la même unité. Ça, c'est un parti pris qu'on a eu, qu'on ne veut pas parler en kilowattheure pour de l'énergie, en mètres cubes d'eau chaude, en mètres cubes pour de l'eau froide. On affiche tout en watts. Et c'est notre façon de sensibilité de locataire. Après, ce qu'on envoie à la gérance, c'est des comptes une fois par mois. Là, c'est des relevés qui sont beaucoup plus physiques, donc on envoie bien des mètres cubes, on envoie bien des kilowattheures. Et ça se retrouve derrière une seule et même facture parce que c'est les frais de l'immeuble qui sont facturés par la gérance. Les décomptes électriques, si vous n'êtes pas en mode de société d'autoconsommateur, vous avez l'habitant a son compteur électrique et il paye son électricité. Là, il voit sa consommation, mais la gérance ne l'impacte pas. Pour tout le reste, c'est sur les charges de l'appartement. Donc en effet, il y a les frais de nettoyage, les frais d'installation, donc le calcul des frais fixes, puis une partie qui dépend de votre consommation et on affiche cette consommation d'une façon uniforme pour l'habitant. Voilà. Donc c'est une partie de la facture. C'est une partie de la facture, absolument. Et sur l'écran, vous avez... La présentation disait que, on fait ça et puis j'envoie la facture, puis le locataire saura sa facture de chauffage et eau chaude. Voilà, nous on envoie les infos à la gérance, la gérance clique sur un bouton, puis envoie les factures. Ajouter avec tas d'autres frais, c'est frais fixes et autres, qui va le facturer ponctuellement, puis délivrer ça. Absolument, mais lui, le locataire, il comprend maintenant où j'ai consommé, où j'ai pas consommé. J'ai l'impression que c'est ça le fondamental, c'est rendre le locataire conscient de l'impact, de la façon dont il vit dans l'appartement sur l'énergie. Absolument, oui. Mais sans surcoût. Ce n'est pas un système en plus. Cet élément de mesure des compteurs et de facturation, vous l'avez. La gérance, elle en a besoin dans son immeuble. C'est simplement de la présenter différemment à l'habitant. Juste pour je comprends bien l'idée d'avoir une seule unité, de tout mettre en kilowatts. Ouais. Mais quand on parle de l'exemple de l'eau chaude, par exemple, vous avez une double mesure qui est celle du débit et de la température,
Ou bien vous ne mesurez que le débit ou partez d'une température hypothétique qui est celle qui vous est fournie par le bailleur sur le chauffage? On mesure qu'une température, qu'un débit, qui est le compteur, Voilà. parce qu'on mesure le compteur, et ensuite on fait le calcul de la puissance qu'il faut pour passer cette eau de la température du réseau, qu'on connaît, à la température setting du boiler d'eau chaude qui dépend sur le projet, mais qu'on connaît. Et puis là, on lui D'accord. affiche cette information-là. C'est là que je voulais en venir. Donc si le locataire n'a pas accès à la température nominale du système, les watts affichés ne sont pas des watts réels. C'est des pour watts. lui. Disons que c'est des watts réels. C'est des watts nécessaires à la production, c'est pas c'est pas les watts que lui a consommés. Les watts théoriques, Non, moyens voilà. sur ce bâtiment. C'est pour ça que ça marche plus sur du neuf. Exactement. Non, mais c'est ce qu'il est en train de payer, c'est les watts qu'il est en train de consommer. Maintenant, même s'il a de l'eau froide qui sort de son robinet, il y a ce litre d'eau froide qui est sorti, il est rentré dans le boiler et on va devoir le réchauffer. Oui, C'est ça, dans parce la qu'on- colonne, il a servi à chauffer les 15 étages du dessous en chauffant une colonne qui traverse tous les appartements du dessous. Mais c'est ce qu'il va payer. Oui, mais c'est Et ce qu'il va pourtant, payer. Il va payer le chauffage des appartements du dessous à travers son eau chaude. Oui, alors donc il va. Pour l'eau chaude, c'est sûr qu'il va consommer de l'eau froide. Ce premier moment où vous ouvrez, c'est de l'eau froide, mais qui lui est facturé comme de l'eau chaude parce que techniquement, on doit la reproduire, cette eau chaude. Elle s'est perdue dans le bâtiment, c'est juste, mais aujourd'hui, elle lui est facturée à lui. Alors, elle ne s'est pas perdue, parce que celui qui est au premier, cette colonne montante, va lui chauffer en partie son appartement. S'il Donc, va diminuer l'utilise, sa oui, consommation. bien sûr. Donc, Ouais. Et puis c'est là que j'en viens à ma première intervention, quand vous dites que tout ça va amener le locataire à être rassuré, il va l'amener à signer un bail dans un appartement plutôt qu'un autre. Moi, je fais le pari inverse. Alors, donc, nous, on a le feedback de ces clients qui nous font confiance sur plusieurs projets, c'est que les habitants, ils aiment bien avoir une vue sur leur consommation d'énergie, ils aiment bien pouvoir avoir une régulation de chauffage plus précise. Après, je suis totalement d'accord avec vous qu'il y en a certains qui ne vont pas apprécier ça, et puis là, bah, évidemment, heureusement, ils pourront aller ailleurs. Ouais. Je me permets juste une dernière question, puisque un des objectifs aussi de cette présentation était de faire le lien entre le monde de la caisse de pension, le monde de l'investissement et puis le monde des startups. Et puis j'adresse une question à Fabrizio de savoir, tu nous as expliqué qu'en ce qui concerne eSmart, vous avez eu la chance d'être rapidement rentable, et puis vous avez retrouvé des financements autres que via des caisses de pension. Actuellement, au niveau suisse, il y a toute une discussion et puis des projets en cours sur le financement des startups via des investissements faits par des caisses de pension. Par rapport à ton expérience, comment tu perçois en fait ces initiatives et ces projets? Moi, je pense qu'elles sont indispensables, notamment au moment où on sort de ce monde startup et qu'on rentre dans ce monde de scale-up, où vraiment, il commence à y avoir des montants d'investissement qui sont plus significatifs et qui se rapprochent des montants d'une caisse de pension, mais qui commencent à avoir vraiment des volumes où on a besoin d'avoir des investisseurs institutionnels qui arrivent. Et il y a un cruel manque de financement là-dessus, au point où certaines scale-up s'organisent pour essayer de monter un fonds dans le but de lever des fonds pour redistribuer au sein des scale-up. Parce que là, vous avez vraiment ce gap pour les business angels. En fait, c'est beaucoup trop tard pour eux, c'est des montants qui sont trop grands. Les venture cap en Suisse, ils sont un tout petit peu frileux, parce qu'ils veulent avoir des x10, x100, et puis plutôt augmenter les risques en augmentant le potentiel que ce qu'on a dans ces mondes de scale-up qui sont finalement des PME à forte croissance. Et là, on se retrouve avec un gap où aujourd'hui, on commence à avoir des initiatives comme le Swiss Venture Fund. Mais sinon, à part celui-ci, c'est des fonds qui ont du mal à arriver jusqu'à notre taille. Donc on voit vraiment c'est une lacune identifiée. Clairement. Et on espère que cette lacune... J'encourage. Et en termes parce que c'est toujours la question au niveau parce que la caisse de pension a un objectif clair de servir des retraites à terme. Donc elle a un objectif, somme toute, assez contraignant en termes de risque-rendement. Donc là, on voit, d'après ce que j'ai vu, finalement, là où il y aurait besoin d'un financement, c'est vraiment quand l'entreprise est déjà à une certaine maturité. Donc ça s'adresse vraiment à typiquement une entreprise comme la tienne, après 7 ans d'existence, un track vraiment vérifié, une existence prometteuse, vraiment d'avoir ce coup de pouce avec des investissements conséquents. Et c'est à ce moment-là que s'adresserait en fait. Absolument. C'est de là où vient tout ce monde de scale-up qui se forme. C'est vraiment pour indiquer quelles sont les sociétés qui sont encore en mode start-up, donc avec des risques technologiques, avec des risques de produits, d'acceptation du marché,
et ces scale-up qui, en fait, maintenant ont prouvé leur marché, elles savent le répliquer, puis on cherche à faire de la croissance. Et c'est là où je pense qu'une caisse de pension peut venir, où elle aura un objectif qui sera différent d'un venture cap, où dès le moment où on a des venture capitalistes à voir, là, ça va vraiment être, on accélère coûte que coûte, et puis soit ça marche et on fait un x10, soit ça ne marche pas et tant pis, alors qu'une caisse de pension, elle va amener plus ce rôle côté PME, où on dit il faut qu'on aille vite, mais en ayant un risque qui est contrôlé. Et ça, c'est vraiment un curseur au sein d'une boîte comme la nôtre qui se positionne. On arrive gentiment à terme. J'espère que ça a répondu à un certain nombre de vos interrogations. Je remercie Fabrizio pour cette présentation et pour cette découverte finalement de cette entreprise que je ne connaissais pas en pratique. Là, on a vu un très bon exemple et puis je vous souhaite une très bonne suite de séminaire. Merci beaucoup.